avant l'arrivée là, Souleymane, il faut dire que c'est le soulagement pour les familles des victimes du crash du vol de Sénégal Air. Le procès étant réclamé a enfin démarré ce mercredi après plusieurs renvois, parfois pour absence de certains témoins. Aujourd'hui, en audience spéciale, les prévenus qui comparaissaient libres et inculpés pour homicide involontaire ont été attraits devant la barre pour un interrogatoire afin d'élucider ce mystère qui entoure la disparition tragique du biomoteur HS-125 au large de Dakar, provenant à l'époque du Burkina Faso, près de 10 ans après. C'était le 5 septembre 2015 et aujourd'hui devant la barre, les responsables de l'aviation civile de l'époque ont été interrogés sur l'état de l'appareil, s'il devait voler ou pas, s'il y avait des anomalies comme par exemple un problème d'altimétrie qui a été d'ailleurs soulevé, ou encore si l'appareil disposait d'un certificat d'aptitude en bonne et due forme, entre autres. Souleymane, il faut souligner que l'interrogatoire était assez serré, pour ne pas dire trop corsé, interrogatoire mené par le procureur qui a fini avec cette question lors de son interrogatoire, leur demandant où sont les personnes qui étaient à bord de cet avion, question à laquelle les prévenus ont répondu tous que l'avion avait disparu avec les personnes à bord, et puis le procureur a martelé ils sont tous morts. Et puis les avocats de la défense, eux aussi, n'ont pas manqué de brandir tous les documents nécessaires pour dissiper le flou autour de cette affaire. C'est prévenu, les responsables de l'aviation civile à l'époque n'ont pas manqué aussi de signaler que l'avion avait au préalable effectué 9 vols, alors, et ne présentant pas de signes défectueux. Aussi retenir que les prévenus ont eu à signaler les conditions météorologiques ce jour-là. Pour l'heure, Souleymane, on en est à l'interrogatoire de la défense, et aussi retenir qu'une partie des témoins n'a pas assisté à l'interrogatoire. Ils attendent dans une autre salle, demande faite par le tribunal, Souleymane. C'est ce qu'on peut retenir pour le moment. Merci Nafissatou Silla. Nous reviendrons bien naturellement sur ce procès lors de nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. Le pacte de stabilité sociale, il pourrait être signé demain par les différents acteurs, du moins si l'on en croit le secrétaire général adjoint de la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Selon Lamine Fall, le gouvernement a pris des engagements sur les points qui faisaient l'objet d'un blocage, et un comité de suivi présidé par le Premier ministre va être mis en place. Lamine Fall était l'invité de RFM Matin. Le président de la République veut que ce pacte soit signé demain, symboliquement à la cérémonie de remise des cahiers de doléances du 1er mai. Bon, nous y travaillons, et je pense qu'hier, on a fait une dernière réunion de réglage avec les autorités du ministère du Travail. Maintenant, on verra le dernier draft que l'État va produire certainement aujourd'hui, ce qui sera retenu. Est-ce qu'il le sera demain? Je le pense, parce qu'il n'y a pas de gros écueils pour le moment. C'est vrai, il y a des questions certainement qui ne sont pas peut-être bien prises en compte, mais ou bien pas dans l'immédiat. Et les camarades souhaitaient aussi que ces questions soient réglées. Mais en tout cas, les questions qui polluaient l'atmosphère au niveau syndical et social, c'était surtout les décisionnaires dans la fonction publique, particulièrement dans l'éducation, mais aussi le secteur des collectivités territoriales, le secteur primaire aussi, mais aussi la santé, l'université. En tout cas, sur toutes ces questions, l'État a donné des gages pour régler les problèmes. Maintenant, quand certainement à la loi de finances rectificative prochaine, on verra. Signer un pacte de stabilité sociale, c'est une chose, mais le suivi souvent pose problème. Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi et d'évaluation? Nous avons exigé qu'un mécanisme de suivi et d'évaluation soit mis en place où les syndicats sont représentés, le patronat, et sous l'égide de l'État. On nous dit quand même c'est le Premier ministre qui va le présider. Ce comité qui va certainement, au besoin, se retrouver et voir l'état de mise en œuvre des engagements. Les gens qui s'engagent, il faut qu'ils les respectent. Restons avec le monde du travail et les syndicats pour parler de la naissance du syndicat des artisans peintres du Sénégal ce matin.
L'arrêt des travaux dans le secteur des BTP affecte les artisans peintres du Sénégal. Un nombre important d'ouvriers se retrouvent aujourd'hui au chômage. Les acteurs demandent à l'État de prêter une oreille attentive à ce secteur. Marcel Fidel Biagui, le chargé de la formation du syndicat, est au micro de Boubacar Dian. Comme on dit, quand le BTP marche dans un pays, ça veut dire que tout marche. Ce qu'on a l'habitude de nous faire comprendre et de nous faire savoir. Et ça se confirme. En plus que ça fait un bon moment avec les arrêts des travaux. Et on se rend compte quelque part que ça complique la vie des artisans qui sont dedans. Et aujourd'hui, on est là pour une installation du syndicat. Mais dès lors que l'artisan a son gagne-temps, c'est par rapport à le travail qu'il fait au quotidien. Parce que nous sommes dans un secteur qui est juste qu'on peut considérer comme un secteur informel. Donc il y a que ton travail qui te fait gagner ta vie. Bon, on met en place ce syndicat, c'est pour nous faire connaître et reconnaître. Parce qu'il faut comprendre qu'au Sénégal, présentement, il n'y a aucune école ou aucun institut, aucune formation qui est orientée vers ce secteur de la peinture. Parce qu'il y a l'État actuellement, on ne sent pas l'État dans ça. Mais si vous voyez, si on parle de formation au Sénégal, la peinture du bâtiment n'en fait pas partie. Donc là, il faut nous réunir pour leur faire comprendre qu'il y a une masse importante de Sénégalais qui sont là, qui s'exercent et qui occupent un secteur qui est très important dans le secteur du bâtiment, du BTP en général. Toujours dans ce chapitre, vous le savez, chaque année au Sénégal, le marché du travail accueille plus de 300 000 jeunes. Les offres d'emploi sont toujours inférieures à la demande et il tarde à être insérés, ces jeunes, pour aider pour les aider à se former. Une matinée de l'insertion a été organisée au centre de formation professionnelle de Mbour. Écoutons Moustapha Ndiaksare, ministre de la formation professionnelle et technique au micro de Ndeye Matignan. Avec 75% de la population âgée de moins de 35 ans, chaque année, 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, mais beaucoup peinent à y trouver leur place, notamment en raison du décalage entre les compétences acquises et les besoins des employeurs. Cette journée incarne notre engagement collectif et notre détermination à rapprocher les jeunes des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, en particulier ici, dans le département de Mbour, terre de dynamisme et d'innovation. Aujourd'hui, nous passons à l'action concrète avec cette matinée qui vise à faciliter la rencontre directe entre employeurs et jeunes diplômés, octroyer des bourses de stage pour renforcer l'employabilité, créer un réseau dynamique entre établissements de formation et entreprises locales. Mesdames et messieurs, l'insertion ne se décrète pas depuis Dakar. Elle se construit sur tout le territoire, plus particulièrement ici à Mbour avec vous. C'est pourquoi nous misons sur une formation professionnelle et technique territorialisée, alignée sur les besoins des pôles territoires à travers les 4 moteurs de croissance assumés, un partenariat public-privé renforcé avec des entreprises engagées comme celles présentes aujourd'hui, l'entrepreneuriat par les jeunes et pour les jeunes, via des dispositifs comme la DER/FJ et les organismes de microfinance. À Kermassar, l'association des marchands ambulants du Sénégal s'est rassemblée pour solliciter de l'État l'autorisation de poursuivre ses travaux de lotissement sur le site d'une superficie de 15 hectares sur le littoral entre Malika et Tivaouane Peulh. Ces marchands ambulants qui ont acquis ces terres depuis 2006 demandent aux autorités de lever la suspension sur leur partie ou de leur attribuer un quitus qui leur permettra de poursuivre leurs travaux. Écoutons à ce sujet Adama Konaté, le secrétaire général de l'Association des marchands ambulants du Sénégal. Nous, marchands ambulants du Sénégal, une base qui a été créée depuis 2006. C'était à propos des terrains qu'on avait eus auprès des propriétaires à Tivaouane Peulh, Malika. Avec le maigre moyen de ces gorgolous, ils se sont cotisés pour acheter des terrains à Malika. C'est après avoir acquis ces terrains auprès de ces propriétaires, quand ils nous ont vendu les terrains aussi, c'est pour être en conformité avec l'État du Sénégal. Nous avons procédé à des démarches. De là maintenant qu'ils nous ont mis en rapport avec Ndiogou Sow, qui a accepté aussi de nous faire les démarches jusqu'à avoir nos papiers dans les bonnes et dues formes. Jusqu'à présent, ce que nous demandons maintenant à l'État, c'est vraiment ces gorgolos-là, 19 ans, c'est pas 19 jours. Et je peux dire qu'il y a des familles qui entre nous, qui dorment à l'étoile. Et ça, tout, c'était pour vraiment avoir où
blottir la famille. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Quand on faisait nos terrassements, lotissement, qu'un arrêté du gouvernement est venu nous faire arrêter les travaux. On a tout arrêté pour vraiment respecter. Après avoir levé maintenant, on a vu que les travaux ont démarré. Depuis lors jusqu'à présent, les travaux tardent à nous vraiment donner l'autorisation de continuer nos travaux. Ce sont des familles Gorgoli qui sont là derrière moi et qui se sont cotisées. Il y a des vendeurs de cacahuètes, des vendeurs d'eau. Le seul souhait qu'on a, c'est de tendre la main aux autorités pour qu'ils puissent nous autoriser à continuer nos travaux comme les autres aussi le font. Toujours à Kermassar, la Société coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal demande à l'État du Sénégal de lui octroyer des hectares de terre pour des activités agricoles, l'aménagement d'usines de transformation et des financements. Les membres des 3 secteurs d'activité plaident également pour la baisse du prix de l'aliment de bétail et invitent les autorités de la pêche à mettre en place des actions concrètes pour lutter contre la rareté des poissons. Aminata Ba. Les acteurs des 3 principaux secteurs d'activité, agriculture, élevage et pêche, interpellent l'État du Sénégal. Ils réclament l'octroi de terre, une baisse significative du prix de l'aliment de bétail, ainsi que la mise en place de mécanismes efficaces pour lutter contre la raréfaction des ressources halieutiques. Matsen, président de la coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal. Pour aider les éleveurs, il faut impérativement revoir à la baisse le prix de l'aliment et cela va permettre aux jeunes de s'engager dans l'agriculture et de lutter contre l'immigration irrégulière. À Fouta comme à Ziguinchor, il y a beaucoup de terres non exploitées. Le problème reste l'accès à l'eau. Nous avons adressé une lettre aux autorités pour qu'elles nous attribuent des hectares afin qu'on puisse y pratiquer l'agriculture et y aménager des usines. Les pêcheurs ont aussi des difficultés pour trouver des poissons. Du côté des femmes membres de cette coopérative, les préoccupations portent notamment sur l'aménagement d'usines de transformation et l'accès au financement. Mamja Rambaye, présidente de la section Dakar. Nous demandons à l'État de financer nos activités, mais aussi d'ouvrir des usines de transformation pour que les jeunes puissent y travailler. Nous pouvons transformer les produits que nous cultivons ici. Face à ces nombreux défis, les membres de la société coopérative ont élaboré un guide stratégique mettant en lumière les obstacles rencontrés dans leurs secteurs respectifs. Ce document, fruit d'une réflexion concertée, sera prochainement soumis aux autorités compétentes. Aminata Bakr Moussar, Radio Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Polémique autour du recrutement spécial de 2000 enseignants, des suspicions et autres dénonciations sur une absence de transparence dans la procédure ont envahi l'espace public, notamment les réseaux sociaux, sur de supposés quotas politiques. Les syndicats d'enseignants et autres partenaires sociaux s'en mêlent. Ils dénoncent le mutisme du ministère de l'Éducation nationale qui doit aux Sénégalais des explications. Désormais, les syndicats ne veulent plus de recrutement spécial. Ils prônent un retour à l'orthodoxie pour plus de transparence et l'affichage des ordres de mission. Beaucoup de suspicions autour de ce recrutement spécial de 2000 enseignants. Du retard noté dans la publication de la liste définitive pour que les enseignants recrutés puissent rejoindre les salles de classe. Et ils devaient le faire depuis le 14 février, 2 mois après. Rien de cela, si ce n'est une polémique autour de supposés quotas politiques. Jusque-là, on ignorait encore le nombre de candidats présélectionnés. Ils sont au nombre de 2615. De ce lot, 100 candidats n'avaient pas réellement de dossier, 49 n'ont pas rempli les critères. 261 diplômes étaient recensés faux, 47 diplômes non reconnus. 29 parmi les retenus n'avaient même pas de BFM. Mais finalement, 2000 enseignants sont retenus. Les partenaires sociaux, syndicats d'enseignants et société civile dénoncent cette démarche qui ne doit pas être la règle. Retour à l'orthodoxie, c'est-à-dire passer par des concours. C'est ce qu'il réclame. Amidou Diédiou est le secrétaire général national du CELS. Organiser un concours en bonne et due forme. Donc le gouvernement doit arrêter le recrutement. Parce que le recrutement ne garantit pas toutes les conditions de transparence. Le recrutement
peut laisser entrevoir quelques bribes. Il n'y a pas de démocratie dans la gestion du processus, c'est le point de vue des syndicats. Ça, c'est un. Un autre syndicat, le Sud-Est, qui parle au nom de l'UDEN, dont le G7, l'absence de communication dans la procédure. C'est ce que dénonce Doudou Ndiaye, secrétaire général adjoint du Sud-Est. Le ministère aussi déploie un plan de communication pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale sur la question. Les syndicats ne sont limite pas là pour vérifier si tous ces 2000 recrutés méritent leur place. Ils demandent la publication des ordres de mission dans les différentes académies. Et dans ces ordres de service, toutes les informations vont figurer. Tel candidat, tel prénom et nom, tel niveau académique, tel niveau professionnel, il a été recruté pour telle académie, jusqu'à concurrence des 2000 qui ont été recrutés. L'affiche de ces ES se fera au plus tard lundi. Et pour le plan quinquennal concernant le recrutement de 30 000 enseignants, les partenaires sociaux ne veulent plus entendre parler de recrutement spécial. Pour celui-ci, au départ, 164 722 candidats avaient été recensés. Les sources indiquent que le ministère fera son point de presse pour enfin parler de ce qu'il en est de ce recrutement spécial au Sénégalais. Et puis ces affrontements ce matin à l'université Alioune Diop de Bambey entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers ont tenté de bloquer la circulation sur la route nationale. Les éléments du GMI s'y sont farouchement opposés. Les étudiants protestent contre ce qu'ils appellent les mauvaises conditions de vie au niveau du campus. Babacar Diouf. C'est tout le système éducatif qui est aujourd'hui à l'arrêt, du fait d'un mouvement d'humeur des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. À l'instant, éléments du GMI et étudiants s'affrontent violemment. Si les premiers veulent rétablir la fluidité de la circulation, les étudiants, eux, cherchent à tout prix à montrer leur désarroi face à ce qu'ils appellent le non-achèvement des travaux de construction des différents pavillons en construction et le nombre de restaurants très en deçà de la norme. Les étudiants exigent aussi de meilleures conditions de vie dans les campus sociaux de l'université Alioune Diop de Bambey. À l'instant, selon un des délégués que nous avons joint au téléphone, un seul parmi eux a été interpellé par les éléments du commissariat urbain de Bambey. Quelques élèves du lycée de Bambey ont été blessés, rapporte la même source. Quoi qu'il en soit, les affrontements se poursuivent sur le terrain aux grandes dames des habitants de la ville de Bambey. Bambey, RFM Babacar Diouf. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Vers une pérennisation de la transition au Mali. Les forces vives ont recommandé la dissolution des partis politiques, de tous les partis politiques, mais pas que. Elles proposent la désignation du général Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans. Proposition faite lors de la phase nationale des consultations des forces vives. Cette phase nationale de consultation des forces vives a débouché sur une série de propositions visant une refonte radicale de la scène politique malienne. Les participants ont appelé la dissolution de tous les partis politiques existants et à l'installation du général Assimi Goïta, actuel président de la transition, comme président de la République avec un mandat de 5 ans renouvelable. Cette session, présidée par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a rassemblé dans une salle des représentants de la société civile, des autorités traditionnelles et des Maliens de la diaspora. Les recommandations issues de ces échanges marquent une rupture nette avec le système partisan en vigueur. Il est également proposé d'instaurer des critères stricts pour la création de nouveaux partis avec une caution de 100 millions de francs CFA, des conditions d'âge fixées entre 25 et 75 ans pour les dirigeants et une exigence de représentativité territoriale. Le financement public des partis serait supprimé et le statut de chef de file de l'opposition abrogé, tout comme le nomadisme politique passible de sanctions. Il faut également noter que sur le plan institutionnel, les participants appellent à une révision de la charte de la transition pour permettre au général Goïta d'être officiellement nommé président de la République dès 2025, à l'instar de ses pairs de l'AES, avec le maintien des organes actuels jusqu'à la pacification du pays. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du PDCI convoqué à la police ce mercredi. Les motifs de la convocation n'ont pas été précisés, mais ils pourraient être liés à sa déclaration de mardi dernier. Déclaration dans laquelle Prédoumi Soumaïla exigeait la réintégration de Tidiane Thiam dans la liste électorale, menaçant même d'investir la rue le 2 mai prochain. Gobi Ayabi.
Bredoumi Soumaïla, porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est convoqué le mercredi 30 avril 2025 à la préfecture de police de la commune d'Abobo, dans le secteur nord du district d'Abidjan. La convocation largement diffusée sur les réseaux sociaux a fini par être confirmée par le parti septuagénaire dans l'après-midi du 29 avril. Pour l'heure, les motifs de cette convocation n'ont pas été officiellement précisés, laissant place à de nombreuses spéculations dans les milieux politiques et médiatiques. Certains y voient une manœuvre de pression à l'encontre du PDCI, principal parti d'opposition, qui, dans une déclaration en date du 28 avril 2025, a donné un ultimatum à la justice ivoirienne en exigeant la réintégration de Tidiane Thiam sur la liste électorale avant le 2 mai 2025. Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI, connu pour ses prises de parole fermes et sa visibilité dans les médias nationaux et internationaux, est considéré comme l'un des piliers de la stratégie de communication du vieux parti. Sa convocation intervient alors que l'atmosphère politique se crispe à l'approche du scrutin présidentiel prévu pour octobre 2025. Cette affaire rappelle la convocation récente de Damana Adiapikas, cadre du PPAC, intervenu le 16 avril 2025, également à la préfecture de police. Selon les autorités, elle faisait suite à des propos tenus lors du meeting du parti de Laurent Gbagbo à Dabou le 12 avril 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Aux dernières nouvelles, on nous signale que la convocation du porte-parole du PDCI a été annulée. Une décision attribuée donc à l'intervention d'Adama Bittogo et du général Wagondo, selon le député Simon Do. Au Nigeria, plusieurs morts dans l'explosion d'un engin. Au moins 26 personnes tuées, la plupart étaient des agriculteurs et des commerçants. Leur véhicule a été soufflé par une mine sur une route dans le nord du pays. L'attentat qui s'est produit hier a été revendiqué par une filiale du groupe État islamique au Nigeria. En République démocratique du Congo, les troupes de la SADC ont entamé le retrait de Goma dans l'est du pays. La décision intervient après plusieurs revers militaires, dont la perte stratégique de Goma et Bukavu au profit du M23. Cette décision, ce retrait militaire, cette mission militaire plutôt lancée en décembre 2023 pour contenir l'avancée du groupe rebelle M23 s'achève plus tôt que prévu. Le retrait facilité par le Rwanda dans le cadre d'un accord négocié avec les rebelles devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin. Environ 1300 soldats venus d'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie composaient cette force régionale. Leur mandat avait pour objectif de soutenir l'armée congolaise, mais a été levé lors du sommet de la SADC en mars dernier. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue à la veille de la fête du travail, nous allons débattre du pacte de stabilité sociale dont la signature est annoncée pour demain, 1er mai. Et pour en parler, et plus globalement du dialogue social, nous serons avec M. Ibrahim Samb, inspecteur du travail à la retraite et membre de la commission sociale de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, et Mme Marie-Yvette Keïta, secrétaire générale de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS. RFM Sport. D'abord le sport avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Basketball Africa League, l'AS Ville de Dakar vire en tête. Les protégés de l'équipe de coach Libas ont réussi à signer un deuxième succès hier. C'était face à l'équipe de Petro Luanda, une rencontre âprement disputée devant un public venu nombreux et acquis à la cause de l'équipe de la Ville de Dakar. Score final de la rencontre 65 à 64, un petit point d'écart qui permet donc à l'équipe de la Ville de Dakar de virer en tête après la première partie de cette Basketball Africa League. L'équipe de la Ville de Dakar va jouer donc le 3 mai prochain pour le premier match de la phase retour. Ils vont affronter les coéquipiers de Nyan, l'équipe de Petro Luanda qu'ils ont battu hier. Donc auparavant, avant cette rencontre, l'équipe de Creole Star jouera contre l'US Monastir au classement. Ville de Dakar et Monastir occupent les deux premières places de cette conférence Sahara à Dakar.
C1, le FC Barcelone reçoit l'Inter Milan à 19h. Ce sera la deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions édition 2025. L'équipe du FC Barcelone qui joue contre l'Inter de Milan. L'Inter qui se présente comme étant une équipe forte en calcio italien avec une stratégie défensive assez bien en place, mais également avec une ligne d'attaque redoutable avec son capitaine Lautaro Martinez. Une rencontre à suivre en direct sur la RFM à partir de 18h35. Hier, le Paris Saint-Germain a battu l'équipe de Arsenal sur le score de 1-0. Nous allons donc parler de la lutte avec frappe pour finir, Souleymane, pour se souvenir de Gaston Khalimbeng, le promoteur qui a initié bien des choses dans le monde de la lutte, qui nous a quittés il y a juste un an. Demain, c'est le jour anniversaire de son décès. Nous avons joint ce matin Beka Mbaye, qui l'a connu au tout début de sa carrière, qui a fréquenté Gaston Mbengue et qui a cheminé avec l'homme en dehors et dans l'arène. Nous l'écoutons, il se souvient des moments passés en compagnie de Gaston Khalimbeng. Quand je suis allé le voir, il m'a conseillé de suivre mon chemin, de ne pas écouter les gens, de faire mon travail, rien que mon travail. C'est avec lui, on a monté tous les programmes. On a initié beaucoup de belles affiches. Il y a des combats où lui, Gaston Mbengue, était le promoteur, mais c'est moi qui lui avais suggéré de concocter ces affiches-là pour répondre aux attentes des amateurs. Gaston était un homme très serviable, un homme qui voulait travailler, un homme qui avait à cœur de réussir. Et sa première grande réussite dans l'arène, c'est son CLAF. Le CLAF qu'il a organisé à 2 reprises et qui a montré des champions comme Modou Lo, Balla Gaye, Lac de Guiers ou encore Yekini Junior. Il avait également une totale confiance. Il m'avait demandé au tout début, est-ce que je pouvais faire les directs et faire la promotion de ces combats? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que la RTS. Je lui ai répondu oui. C'est comme ça qu'on a démarré notre compagnonnage. Gaston était quelqu'un de très serviable, qui a éduqué sa famille, qui a protégé sa famille et qui a aidé bien des gens. Aujourd'hui, nombreux sont ces lutteurs qui ont des maisons, des villas, une réputation. C'est grâce à Gaston Mbengue. Donc, on prie pour le repos de son âme. Voilà donc demain 1er mai, ce sera donc le jour anniversaire du rappel à Dieu de Gaston Mbengue. Un an qui nous a quittés pour donc rejoindre son Seigneur. On prie pour le repos de son âme, Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Alimouba. Bonjour. À la une, entrave aux droits humains, Amnesty International avertit Diomaye et Sonko. Ce matin, la sonnette d'alarme retentit du côté d'Amnesty International. L'ONG attire l'attention des nouvelles autorités sur un virage inquiétant, celui des restrictions qui pèsent de plus en plus lourd sur l'état de droit et la liberté d'expression au Sénégal. Vraisemblablement, après l'euphorie du changement, voici venue l'heure des mises en garde. La menace est réelle, dit la section sénégalaise de l'ONG internationale, et le risque de reproduire les travers de l'ancien régime plane comme une ombre. Ce n'est plus seulement une affaire de vigilance, mais un enjeu démocratique majeur. La presse a retenu ce matin, du moins certains confrères, cet avertissement sans frais. Le journal Vox Populi se lance et hisse d'ailleurs sur toute sa une principale le message sans ambages de Seydi Gassama, le patron de l'ONG au Sénégal. Lorsqu'on exerce, dit-il, le pouvoir, on est critiqué, et lorsqu'on n'est pas tolérant envers cette critique, eh bien, on court le risque de mettre énormément de monde en prison. Et ça, ce n'est bon pour aucun régime, surtout pas pour un pays démocratique tel que le Sénégal. Et d'ailleurs d'inviter l'État à aller dans le sens de supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression, même si on n'est pas pour les insultes, rappelle-t-il encore. Et de saluer toutefois la diligence que l'ONG dit avoir commencé à constater dans la lutte contre l'impunité pour les violations des droits humains. Ce matin, les cloches ne sonnent pas que pour l'alerte de Amnesty, elles résonnent aussi comme un appel à la résistance pour la presse sénégalaise.
Persécutés, muselés, les journalistes disent en avoir marre de courber l'échine. La presse donc engage désormais la lutte contre le monstre, celui des intimidations, des arrestations et des censures camouflées. À ceux qui ont promis la rupture, le CEDEPS et la CAP répondent par vous avez trahi l'espoir qui a porté le changement. À la place, vous asphyxiez la presse sénégalaise, vous éteignez des voix de journalistes et vous fermez les entreprises. La CAP, la coordination des associations de presse, monte au créneau en première page du journal L'Info. C'est que pour le quotidien, les journalistes font face encore à un monstre qui est connu pour son intolérance aux voix critiques et à sa propension à utiliser la puissance publique de l'État pour des intérêts égoïstes et politiciens. La presse prête donc à faire face à ce, je cite, cette forfaiture, note le journal Les Échos. Des avocats ont été commis pour accompagner les entreprises fermées, dépôt individuel, même jour des recours devant la Cour suprême, entre autres mesures pour dire non à la dictature rampante au Sénégal. C'est dans cette ambiance austère et délétère qu'arrive le 1er mai, la fête des travailleurs. Le journal Le Quotidien ne s'y trompe pas ce matin. Jeudi prochain, c'est 1er mai amer, mais complet. Depuis l'arrivée du nouveau régime au Sénégal, les populations souffrent, les travailleurs en premier. Partout il y a licenciement, retard de salaire. Le journal a recueilli le témoignage poignant de déflattés qui n'ont plus rien à donner à leur famille. Le 1er mai ne sera pas célébré puisque ce 1er mai est un deuil collectif pour tous les travailleurs. Dans Vox Populi, Babacar Mbaye Garaf, syndicaliste et coordinateur de l'Alliance Sauver le Sénégal, dit oui pour un pacte de stabilité sociale, mais non un pacte de trahison sociale. Commentaire de sucré salé, le régime qui devait caser tous les jeunes en barrant la route de Barça au Barsakh par l'abondance de travail donne plutôt l'impression de vouloir tuer tout espoir de travail. Aucun secteur n'est épargné. Les cahiers de doléances des centrales syndicales ressemblent plus à des registres de condoléances pour les emplois morts sans enterrement. Et le biétiste de finir par dire que la seule crainte de ceux qui aspirent à travailler aujourd'hui, c'est qu'on leur demande d'attendre 2050 pour trouver un emploi. À la une du journal Source, Farba Ngom, à nouveau inculpé, des charges supplémentaires tombent sur sa tête. Le journal Source note que le parquet financier estime que Farba a en connaissance de cause converti, transféré, dissimulé, acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d'un délit avec cette circonstance que ces faits sont commis en bande criminelle organisée. Visiblement mécontent par l'arrestation de ses frères, Farba Ngom rétorque au doyen des juges: il ne vous reste plus qu'à aller chercher ma mère, vous n'avez qu'à l'amener. Pour ma part, je suis prêt à vivre dignement cette épreuve qui n'est rien d'autre qu'une cabale politique montée contre ma personne et les membres de ma famille. Le journal note en tout cas que ça se corse pour Farba Ngom et compagnie. Et puis, ce drame dans le journal Tribune, une scène amicale de lutte vire à la tragédie à la cité Atepa. Pour un statut sur WhatsApp, il tue son ami. Le défunt, après avoir gagné un combat amical de lutte à la plage, a posté une vidéo. Face au refus de supprimer le statut, le présumé meurtrier l'aurait assommé avec un vase en argile. Au cours d'une bagarre, il lui a planté un couteau près de la clavicule droite et il en est mort. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. – 12h40, toutes nos excuses pour cette longue attente due à un problème technique. Mais nous y sommes enfin pour notre rubrique Point de vue qui s'intéresse au pacte de stabilité sociale dont la signature est annoncée pour demain. 1er mai, fête du travail. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Ibrahima Samb, inspecteur du travail à la retraite, membre de la commission sociale de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, la CNES. M. Samb, bonjour. Bonjour. Monsieur Niang Souleymane. Monsieur Souleymane Niang, bonjour, grand journaliste. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet très important. Alors, on a entendu certains syndicats, certaines centrales syndicales. Il semblerait que le pacte de stabilité sociale sera signé demain à l'occasion de la fête du travail.
entre les différentes parties prenantes. Est-ce que vous confirmez pour le patronat, à tout le moins pour la CNES, est-ce que vous allez signer ce pacte? Et si oui, qu'est-ce qui vous a convaincu? Quels sont vos arguments pour accepter la signature de ce pacte? Merci de cette question. Sans être dans le secret de Dieu, parce que comme vous l'avez dit dans votre présentation, en tant que représentant de la CNES, j'ai participé aux travaux de l'atelier tenu il y a quelques semaines sur l'élaboration de cette charte, en compagnie et en synergie avec nos collègues du CNP, Conseil national du patronat, atelier qui s'est tenu sous l'égide du ministère du Travail et d'autres ministères, mais aussi en présence des organisations syndicales dans leur grande diversité. Et à l'issue des travaux, nous autres représentants du patronat, à travers ces commissions sociales respectives, nous avons présenté à nos mandataires du CNP et de la CNES notre rapport, et le reste va se poursuivre, et cela va impliquer demain les présidents du CNP et les présidents de la CNES, en l'occurrence M. Baïdi Agne pour le CNP et M. Adam Alam pour la CNES. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Je suis sûr et certain que le patronat du Sénégal, qui est un patronat composé d'entreprises citoyennes, soucieuses d'un climat des affaires apaisé et attractif pour les investissements, source de création d'emplois et de richesses, signera ce pacte-là. Alors, mais sans pour autant préjuger de la signature ou pas, on comprend qu'il y a probablement plus de chances que le patronat signe ce pacte que non. Mais sur la base de votre rapport, quelles sont les avancées peut-être qu'on peut noter, dont on peut se féliciter du point de vue du patronat par rapport au pacte sortant, le pacte de 2014 si je ne m'abuse? Mais comme par le passé, le Sénégal est un pays à forte tradition démocratique et surtout en matière de dialogue social et de négociation collective. Donc, comme par le passé, les assises dont j'ai parlé se sont tenues dans un climat certes passionné, c'est le monde du travail fonctionne ainsi, mais nous, en tout cas, les travaux auxquels nous avons participé, toutes les parties prenantes, conformément à la tradition de dialogue tripartite, État, employeurs, travailleurs, tous les partis ont exprimé, et c'est d'ailleurs ça l'objet des ateliers. Tous les partis ont le loisir de présenter leurs préoccupations et de prendre des engagements pour, comment ça s'appelle encore, aller vers la signature de ce pacte-là. Donc vraiment, moi je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour douter de l'issue qu'on attend signature de ce pacte, parce que ce n'est pas une première dans un pays comme le Sénégal. N'est-ce pas? Nous sommes également avec Madame Marie-Yvette Keïta, secrétaire générale de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Madame Keïta, bonjour. Yvette Keïta. Bonjour. Oui, merci d'avoir accepté de participer à ce débat, même s'il nous reste peu de temps, mais peut-être la première question, simple et directe, est-ce que l'UNSAS va signer le pacte de stabilité sociale qui est annoncé pour demain, 1er mai, fête du travail? Oui, nous sommes dans une intersyndicale, nous sommes en 4 centrales syndicales les plus représentatives, et ceux qui sont avec nous aussi. Nous allons signer, mais signer un pacte social, particulièrement ce pacte social, ne sera pas camisole de force pour nous. Ne nous empêchera pas de dénoncer ce qu'on doit dénoncer quand il le faudra. Nous allons signer, mais ça n'engage pas nos libertés syndicales. Est-ce que finalement, on ne va pas signer un pacte juste pour signer? Parce que si vous dites que le pacte ne vous engage pas, c'est-à-dire l'esprit d'un pacte, c'est qu'il y ait une trêve sociale quand même
pendant une certaine durée convenue entre les différentes parties. Si les syndicats, en tout cas l'intersyndical au nom duquel vous pouvez parler, de laquelle vous pouvez parler dans cette émission, dit que ça ne nous empêchera pas, le moment venu, de soulever de lever notre voix et peut-être de nous mobiliser ou de mener des actions. Est-ce qu'on peut parler véritablement de pacte, à moins que ce soit un pacte sous réserve? C'est un pacte comme on peut l'appeler. Nous sommes dans le Front syndical de défense du travail, l'UNSAS, la CNTS, la CNTS-FC et la CSA. Nous allons signer, mais comme je l'ai dit tantôt, signer un pacte aussi ne veut pas dire baisser la tête, donner son coup et subir. Nous allons signer, mais au cas où il y aura détérioration quelque part, où il y aura quelque chose à dénoncer, nous aurons la liberté de faire cette dénonciation. Alors, vous allez signer quoi? C'est quel engagement de l'État par rapport à vos revendications et sur quel engagement de votre côté est-ce qu'il y aura une trêve sociale comme je le disais tout à l'heure? Est-ce que vous êtes entendu sur une période durant laquelle il y aura quand même une sorte de paix des braves entre les différentes parties prenantes du dialogue social? Il y aura une trêve sociale dans la mesure où les conditions que nous avons mises en avant seront respectées. Mais dès l'instant où il y aura quelque chose qui ne sera pas respecté, nous aurons le droit de réagir en tant que centrale syndicale. Y compris d'aller en grève ou de mener d'autres actions syndicales telles que vous avez l'habitude de le faire. Nous allons. Vous allez, si vous le jugez nécessaire, mener des actions syndicales, y compris des grèves ou des manifestations pour dénoncer d'éventuelles ruptures de confiance entre vous et les autres parties prenantes. Très bien. Nous allons dénoncer la rupture de confiance. Nous demandons l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Nous demandons l'application des accords sectoriels avec les syndicats sectoriels. Il y a eu des négociations avec les syndicats sectoriels et leur ministère de tutelle. Donc, il y a plusieurs accords. Le respect de la plateforme minimale. Dans l'application des accords, nous avons l'harmonisation des augmentations des salaires de 2022 dans la fonction publique, en intégrant les autres administrations et les collectivités territoriales. Il y a l'application de l'équité salariale, mettant en relief de nouveaux systèmes de rémunération dans la fonction publique. La refonte du statut des décisionnaires par la révision du décret 74-347. La finalisation des projets du Code de travail et Code de sécurité sociale. Finalisation de la réforme hospitalière et de la nouvelle politique de santé. Le renforcement du système éducatif et le reclassement des enseignants. Recrutement des enseignants vacataires des universités publiques. Conclusion d'accord avec les syndicats d'enseignants de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales et de l'hôtellerie du secteur primaire. Requalification en CDI des contrats de travail plusieurs fois renouvelés. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'impression que c'est plus une plateforme revendicative qu'un pacte de stabilité sociale. En quoi le pacte que vous allez signer demain sera-t-il différent de votre plateforme revendicative et quelles sont les avancées que vous pouvez citer par rapport au pacte qui existait déjà? Il y a eu des négociations. Des négociations, ce dont je vous parle actuellement, sont reflétées par les négociations sectorielles qui ont eu lieu entre syndicats de base, syndicats sectoriels et leur ministère de tutelle. Il y a eu des accords et nous avons reçu des gages de la tutelle, des tutelles. Ok. Sur quelle échéance, sur quelle durée? Nous allons prendre ça sur 3 ans. D'accord, très bien. Nous allons, oui. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps, malheureusement, mais c'est de notre faute. On a commencé un peu avec du retard. On aura l'occasion de revenir avec vous sur toutes ces considérations dans la partie Wolof de ce débat. Je voudrais laisser quand même 30 secondes à M. Ibrahim Samb pour nous dire, pour le patronat, quels sont les points clés
je ne veux pas dire revendications comme si c'était des syndicats de travailleurs, mais quels sont les points d'accord qui vous paraissent importants ou les engagements que l'État a pris vis-à-vis du patronat qui justifient que le patronat, les principales organisations considèrent la signature demain de ce pacte de stabilité sociale? Je salue Mme Yvette Keïta, que j'ai eu l'occasion de connaître pendant la durée de cet atelier dont j'ai parlé auparavant. Donc pour le patronat, pendant les assises, comme je le disais, comme par le passé, il y a toujours les préoccupations majeures du patronat qui sont posées sur la table, soit des préoccupations nouvelles, soit des préoccupations rappelées. Tout ce qui concerne l'amélioration de l'environnement des affaires, comment ça s'appelle encore, le poids de la fiscalité et des allégements fiscaux et toute autre préoccupation sur lesquelles vraiment pendant la négociation nous avons reçu une oreille attentive de la part de nos interlocuteurs au niveau de l'État, d'abord au niveau du président de la République, du Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi avec les organisations syndicales de travailleurs. Nous sommes en synergie constante. Donc vraiment, devant les écoutes attentives de part et d'autre, nous comptons jouer notre partition et aussi reconnaître aux autres partis la liberté de jouer leur partition. C'est ça un pacte pour nous retrouver ensemble dans une dynamique consensuelle pour construire ensemble ce pays dans le cadre d'une programmation ordonnée pour réaliser des résultats et des objectifs qu'on s'est fixés. Parce que, vous savez, j'ajoute à la réponse de Mme Keïta, le pacte, s'il est conclu, il y aura des instruments de mise en œuvre qui seront se manifesteront à travers un plan d'action. Et ce plan d'action fixera toutes les activités, les échéanciers, n'est-ce pas, et les délais, et les organismes et acteurs qui sont impliqués dans la réalisation de ce plan d'action. Merci. Donc le pacte, il est important, mais le pacte, son instrument d'application sera un plan d'action. Et certainement, après la signature, dans les semaines et jours à venir, nos amis de la Direction du Travail, du ministère du Travail, feront le nécessaire en synergie avec le patronat et les organisations syndicales de travail. Merci. Ibrahim Assombe, inspecteur du travail à la retraite, membre de la commission sociale de la CNES, et Marie-Yvette Keïta, secrétaire générale de l'UNSAS. À 12h54, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Chef d'édition Awambaye avec Mamas Toukan, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Kaderlo à la production et Abdou Cham. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama Dion pour le Grand Journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.